Et justement, j'aimerais que l'on s'attarde maintenant sur les systèmes de santé européens, puisqu'on a beaucoup parlé de la vision européenne globale, mais si on s'intéresse un petit peu à la multitude de systèmes de santé qui composent cette Europe, concrètement, pour une industrie pharmaceutique, pour un laboratoire qui souhaite s'implanter dans différents pays européens, est-ce que ça complique les choses qu'il y ait des systèmes différents? Et on le voit, nous, notamment, quand on regarde certains médicaments qui arrivent plus vite dans certains pays que d'autres, on voit qu'il y a quand même certains enjeux qui se cachent derrière. Ouais, non, tout à fait. L'FPA sort chaque année, et d'ailleurs on l'a fait la semaine dernière, une étude qui s'appelle WAIT. WAIT, c'est Waiting to Access Innovative Therapies. Et en gros, on regarde, pays par pays, le temps parcouru entre l'autorisation de mise sur le marché au niveau européen et puis après la décision de prix de remboursement au niveau national. Et il y a un spectre très important. Le plus court, c'est 128 jours pour l'Allemagne. Le plus long, c'est le Portugal, 840 jours. Donc c'est vraiment une réalité compliquée. Il y a plusieurs raisons à ça qui sont essentiellement liées en fait à la structure des systèmes de santé au niveau national encore. Chacun, à sa manière, décide de l'utilité d'un médicament, de la valeur qu'il souhaite attribuer à un médicament et des conditions de remboursement sur telle ou telle indication. Donc, en gros, la somme, quand on regarde, tu as à peu près, je crois que c'est à peu près 46% des molécules qui ont une autorisation de mise sur le marché au niveau central qui ne sont pas dispo au niveau national. C'est énorme. C'est énorme parce qu'il y a tous ces délais. Mais il y a des sujets très concrets. Donc, je peux parler par exemple de la Grèce. La Grèce, elle fait du reference pricing. Donc, en gros, la Grèce, elle a décidé dans son modèle de remboursement de regarder les prix qui vont être appliqués dans 11 pays. Mais avant de décider du prix qui sera appliqué en Grèce, il faut qu'au moins 5 de ces pays aient déjà décidé un prix. Donc mécaniquement, quand tu es patient grec, mais t'es après les autres décisions, tu vois. Ça, c'est compliqué. Bulgarie, un autre sujet aussi intéressant. Bulgarie, ils ont une fois par an la liste nationale qui est mise à jour en janvier. Si toi, en décembre, t'as pas fini ton dossier de mise ton dossier de demande de remboursement, bah, automatiquement, tu es décalé d'un an. Donc le patient, 365 jours de plus dans la liste. C'est vraiment des sujets comme ça qu'on retrouve partout. Nous, en France, c'est de mémoire 597 jours. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le patient français euh, aura accès à sa thérapie innovante après le patient italien, après le patient allemand, après le patient anglais. C'est des vrais sujets. Parce que la France aussi alors, quelque part, ça se comprend par la mécanique, je dirais, décisionnelle en France, mais la Haute Autorité de Santé va faire son évaluation économique, après, tu as le comité économique, CEPS, le CEPS, qui va travailler vraiment sur le prix en fait, des médicaments. Et ensuite, après, il y a toute cette démarche administrative. Tu dois être reconnu par l'assurance maladie sur la liste pour pouvoir être remboursé. Il y a toute une procédure administrative qui est très longue. Alors, il y a des processus comme les ATU qui te permettent, pour dans certains cas de figure, d'arriver à avoir de l'accès un peu plus rapide. Mais globalement, le patient français reçoit accès à ces thérapies après les autres patients européens. Donc ça, c'est des vrais sujets aussi qui sont liés aux spécificités des pays et des systèmes nationaux. Et du coup, aujourd'hui en Europe, on voit qu'on a une grande diversité au niveau des systèmes de santé. Est-ce qu'on voit un nouveau dogme ou un nouveau modèle qui s'impose avec un système beaucoup plus libéral, avec moins d'intervention des États? Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle et comment on va pouvoir évoluer? Je pense que les systèmes de santé ils sont un peu en reconstruction. C'est compliqué, on se souvient de la crise Covid quand même. On l'a tous vécu, on a tous vu aussi la difficulté de l'hôpital. On a tous vu, on connaît tous les difficultés qu'il peut y avoir aussi, des déserts médicaux, nous en France, dans certaines campagnes.
Je le vois bien, moi, chez moi en Alsace, il y a des fois c'est compliqué d'avoir des rendez-vous. Il faut attendre plusieurs mois pour voir un ophtalmo, un dentiste. Bon. Au niveau des prix des médicaments aussi, il y a vraiment des contrôles budgétaires très forts qui ne valorisent pas forcément les innovations, qui pourtant pourraient apporter beaucoup d'efficience au système. Donc je pense que les pays européens, je n'ai pas de réponse très concrète, mais elles sont dans cette phase d'interrogation parce qu'elles sentent bien que elles sont face à un vieillissement de la population qui est très important. Elles sont face à aussi une explosion des maladies chroniques complexes, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, les cancers, tous les sujets liés à la santé mentale aussi, et que elles doivent, si tu veux, trouver encore une fois un arbitrage entre faciliter l'accès, mais en même temps pas faire exploser la dépense publique. Donc je pense qu'ils sont dans une phase d'interrogation. Et il n'y a pas vraiment de vrai modèle qui émerge encore. Et c'est sur ça, nous, justement, qu'on doit arriver à mettre les bouchées doubles. C'est travailler encore plus davantage avec les différents États pour inventer vraiment le système de demain. Et est-ce que ce système de demain, on parlera d'une harmonisation européenne ou d'une Europe de la santé comme on a pu l'entendre? Est-ce qu'on peut s'y attendre ou est-ce qu'on restera toujours par État membre? Je ne sais pas si on le verra de notre vivant. J'en suis pas convaincu. Ce serait bien. Mais en même temps, c'est compliqué, on a des systèmes sociaux différents. La France a un modèle social vraiment différent des États-Unis, par exemple. Donc forcément, elle n'a pas le même système que les États-Unis. Elle a un indice social différent de l'Allemagne même. Ils sont voisins très proches. Donc, en fait, c'est difficile de se dire que c'est possible et en même temps, ça doit l'être. Donc, on n'a pas forcément imaginé comment est-ce qu'on peut le faire, mais on doit essayer de travailler à des nouveaux modèles pour financer la santé. Mais bon, des propositions concrètes comme dont je parlais avant, c'est déjà faire en sorte qu'on ait une industrie qui soit représentée, forte, innovante, c'est essentiel. Ensuite, après, il faut trouver, je pense, des arbitrages importants au niveau du reste de la dépense de santé et des financements. Je pense en Europe, par exemple, je ne sais pas, en tant que Français, on nous dit votre épargne, vous allez la mettre sur un livret A. Bon, et puis après, compte courant. On n'a pas forcément la culture de l'investissement. Pourtant, les Français et les Européens ont une épargne personnelle exceptionnelle. Cette épargne, on ne la mobilise pas suffisamment. Est-ce qu'on pourrait la mobiliser, comme c'est le cas aux États-Unis, avec le Nasdaq, par exemple, où c'est toi, moi, qui investissons notre épargne personnelle, aussi une partie de notre épargne personnelle en bourse. Est-ce qu'on pourrait aussi peut-être créer un environnement au niveau européen qui permette de mobiliser cette épargne et du coup créer des capitaux qui permettent de repenser aussi les modèles de financement qui ne soient pas seulement, je dirais, financés que par l'impôt en fait. Donc voilà, si tu veux, c'est tout le système de financement qui doit être repensé. Et à partir de ce moment-là, et ces pistes qu'on peut essayer de trouver, on pourra essayer d'arriver à trouver, je dirais, des efficiences, de prendre les virages technologiques dont on parlait, et puis de maîtriser un petit peu, autant que possible, cette explosion des maladies chroniques et qu'on observe un peu partout dans le monde et surtout en Europe. C'est un peu quelque part une sorte de responsabilisation des acteurs, notamment dans ces systèmes très de santé comme bien commun, qui est financé, comme tu le disais, par l'impôt, une sorte de responsabilisation des acteurs individuels, de se dire moi aussi je peux avoir un rôle à jouer dans le financement de l'innovation, dans la gestion de ma propre santé si on va plus loin, dans les dépenses de santé qui sont effectuées également. C'est comme ça que tu vois les choses? Bien sûr, bien sûr. Comment est-ce qu'on forme les talents les pharmaciens de formation, les médecins, c'est pareil. Beaucoup de médecins français, en fait, ou de pharmaciens, de kinés viennent se former en Belgique parce qu'en France, il y a un numerus clausus. Et après, on nous dit on n'a pas suffisamment de médecins dans des campagnes. On est dans des systèmes qui sont, je dirais, aussi, qui ont peut-être atteint une limite et qui doivent vraiment être réinventés. Et en fait, le sujet compliqué, c'est que tout bouge en même temps. Donc on commence par où ?
Et quand on est face à autant de changements simultanés, en fait, c'est assez vertigineux, quoi. Mais donc on en revient à l'importance du dialogue. Si on n'est pas dans l'échange en fait entre industrie, professionnels de santé, patients, décideurs publics, on n'arrive pas vraiment à donner un cap et à donner une vraie, je dirais un vrai portage politique. Anecdote intéressante pour nous tous qui sommes français ici. Depuis l'élection du président de la République Emmanuel Macron en 2017, est-ce que vous savez combien de ministres de la Santé on a eu en France? 7, 9, On en a eu 10. On a changé 10 fois. On a eu 9, parce que Catherine Vautrin a fait deux mandats. On a eu 10 en 8 ans. Et je jette la pierre à personne. Il y a eu une crise Covid à gérer. Ils ont fait autant qu'ils pouvaient et ils ont bien géré, quoi. Mais c'est vrai que si on pense que la santé, c'est vraiment un atout clé de la compétitivité, c'est important pour l'autonomie stratégique, la souveraineté, bon, ces grands concepts, il faut donner un cap. On ne peut pas porter des arbitrages avec Bercy quand d'un côté tu as un Bruno Le Maire qui reste en poste pendant 7 ans et puis entre-temps il a vu défiler 5, 6, 7 ministres. C'est compliqué quand même. Donc comment est-ce qu'on priorise la santé aussi au niveau d'un gouvernement national? Mais il faut aussi donner du portage politique à notre ministre de la Santé. Il faut travailler beaucoup plus au niveau européen aussi pour justement aller vers plus d'harmonisation. Ça, c'est des vrais sujets aussi qui permettent en tout cas d'éviter un peu des blocages et de se projeter en fait. Pourquoi est-ce qu'on a un cycle de budgétaire annuel quand on sait qu'on doit faire du dépistage, quand on sait qu'on doit faire de la prévention, quand on sait qu'on doit faire de la vaccination et que les effets seront visibles dans plusieurs années, des fois plusieurs décennies. C'est difficile pour un ministre de la Santé de faire de la prévention. Parce que, les effets, il ou elle ne les verra peut-être pas. C'est pas immédiat. Encore une fois, je jette la pierre à personne, mais tu vois, ça, c'est des vrais sujets sur lesquels, en tant que société, on est en droit de s'interroger et on est en droit de demander un petit peu aussi des vraies responsabilités vis-à-vis de nos décideurs publics. Et je pense qu'ils font très bien leur travail. Ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent avec les contraintes qu'ils ont. J'aimerais pas être à leur place. Je pense que c'est vraiment très dur. Mais c'est important parce que, encore une fois, on reparle des sujets dont on évoquait avant, la compétitivité, l'accès des citoyens aux innovations. Voilà, on est tous patients, on le sait tous. On a tous des patients autour de nous. Et quand quelqu'un n'a pas accès à une innovation, on se dit, c'est injuste quelque part. Donc en termes de cohésion sociale aussi, je pense que la santé, c'est vraiment un sujet, tu vois, c'est économique, c'est cohésion sociale, c'est tout ça à la fois en fait, la santé. Et souvent, c'est un peu le parent pauvre d'un gouvernement, c'est un peu le sujet, alors oui, il y a une crise, on va gérer. Alors qu'au contraire, on devrait un peu renverser la table et ne pas voir un peu les dépenses comme des coûts, mais vraiment comme des investissements de long terme. C'est ça en fait le sujet qu'on amène. On a discuté pendant cette interview de beaucoup de contraintes que l'on a sur le territoire européen. Si on conclut par les forces de l'Europe, ce qui fait qu'on va continuer à investir dans cette zone géographique, quelles sont pour toi celles qui sont les plus évidentes? Moi, je dirais les chercheurs. Okay, je dirais vraiment le potentiel, le vivier de talent qu'on a. On a des super formations. On a les chercheurs qui publient le plus au monde. Plus que les États-Unis, plus que la Chine. Okay, on a ce vivier de talent incroyable. Moi, je pense qu'il faut vraiment le préserver. Il faut vraiment lui donner les moyens d'exceller, de le valoriser. C'est essentiel. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une note très positive. On a toujours été à la pointe de l'innovation médicale en Europe. Il faut qu'on se donne les moyens d'y rester. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est vraiment possible. Il faut du portage politique pour ça. Après, un autre point qui est vraiment intéressant en Europe, c'est aussi quand on dit quelque chose en Europe, on a une forme je dirais de certitude. On a une forme de stabilité par rapport à ce que la norme va être. Cette stabilité dans un monde qui bouge énormément,
ça a une valeur. Quand on investit en Europe, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on n'a pas, mais on sait ce qu'on a quand même. Dans d'autres géographies du monde, les choses bougent énormément. Et cette incertitude, c'est pas forcément toujours quelque chose que les entreprises aiment nécessairement gérer. Donc ça, c'est 2 aspects qui sont intéressants. Et puis une autre note positive pour l'Europe, parce qu'il faut pas l'oublier quand même, c'est la diversité de l'Europe. La diversité de l'Europe, bon, on a nos langues, nos nationalités, nos cultures, mais ça nous permet vraiment de voir le monde aussi différemment. Et donc, de réfléchir à des problématiques comme l'intelligence artificielle dont on parlait avant, de manière vraiment différente d'un Américain, d'un Chinois. Peut-être que oui, ils sont plus efficaces que nous, mais nous, on va penser aussi au sujet d'une manière souvent peut-être plus humaine. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi le cœur du métier. Nous, on est rentré dans la pharma parce qu'on avait aussi envie d'avoir un impact. On avait envie de changer autant que faire possible la vie des gens, en tout cas la rendre moins compliquée. C'est important de porter ces valeurs-là. Donc ça, je pense que c'est vraiment c'est des forces de l'Europe. On pense la cohésion sociale en Europe plus qu'ailleurs dans le monde. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il faut le préserver. C'est vraiment un atout. Donc moi, je m'appuierai sur ça pour l'Europe. Et on y croit. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, Johanna. Merci, Julien. Merci à tous de nous avoir suivis dans cet épisode spécial. À très bientôt dans Mentor.